cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela représente beaucoup pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de l'histoire dans laquelle nous allons plonger. Les yeux d'Adi brillaient de larmes de bonheur alors qu'elle entrait dans le petit salon décoré avec goût. Des ballons colorés ornaient les murs, et une grande bannière rose proclamant « Joyeux anniversaire, ma reine » était suspendue juste au-dessus d'une modeste table garnie de boissons et d'amuse-gueules. Elle pouvait à peine contenir son rire lorsque Junior et Ziora, leurs 2 enfants, coururent à ses côtés avec des cartes faites à la main. « Maman, regarde ce qu'on a fait » s'exclama fièrement Ziora, brandissant un dessin légèrement froissé d'Adi coiffé d'un diadème. « Oh, mon Dieu, c'est parfait !» Les lèvres d'Adi se courbèrent en un large sourire alors qu'elle tendait les bras pour étreindre les 2 enfants. « Merci, mes anges. » Debout derrière les enfants se tenait son mari, Shuka, qui affichait un de ces sourires confiants qui le rendaient si charmant. Il tendit une petite boîte emballée et embrassa Adi sur la joue. « Je sais qu'on avait dit qu'on ferait simple cette année, mais je voulais que tu aies quelque chose de spécial, dit-il de son agréable voix de baryton. « Vas-y, ouvre. » Surprise par sa générosité, Adi déchira le papier cadeau pour révéler un délicat bracelet en or. Il était orné d'une breloque en forme de cœur incrustée d'une minuscule pierre précieuse. Le design était élégant mais discret, juste le type de bijou qu'Adi aimait. Elle haleta, la main volant à sa bouche. « Shuka, c'est... Comment as-tu pu te permettre une chose pareille? N'avions-nous pas dit que nous ferions attention aux dépenses ?» Elle ne pouvait cacher le mélange d'excitation et d'inquiétude dans ses yeux. Shuka rit. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est tout à fait dans le budget. Nos économies sont intactes. Considère cela comme une reconnaissance pour la façon dont tu m'as soutenu toutes ces années. » Le regard d'Adi se porta sur la panoplie de nourriture et sur un petit groupe d'amis de leur église locale venus célébrer. Elle soupçonnait que la fête et le bracelet coûtaient plus cher que ce que Shuka laissait entendre. Mais juste pour ce moment, elle s'autorisa à ressentir la chaleur de la célébration. Elle s'appuya contre Shuka et laissa son étreinte la rassurer. C'était son anniversaire, après tout. Même dans leur humble salon, avec la lumière légèrement tamisée pour cacher la peinture qui s'écaillait, l'ambiance semblait magique. Plus tard dans la soirée, lorsque le dernier invité fut parti, Adi débarrassa les assiettes de la table. Elle regarda Junior et Ziora s'endormir sur le canapé, épuisés par l'excitation. Elle appela doucement Shuka. « Aide-moi à les mettre dans leur chambre. » Il afficha à nouveau ce sourire charmant. « Bien sûr, chérie. » Il souleva doucement Junior dans ses bras tandis qu'Adi portait Ziora. Ensemble, ils les bordèrent dans leur lit. Adi ressentit une vague de gratitude pour sa famille, pour la prévenance de son mari, même si elle s'inquiétait parfois de leurs finances. Quand ils se retirèrent enfin dans leur propre chambre, le bracelet en or capta la lumière de la lampe de chevet. Adi le leva, s'émerveillant de la façon dont il scintillait même dans la pénombre. « Merci, Shuka, dit-elle, les yeux brillants. Je me sens tellement aimée. » Shuka hocha simplement la tête, se glissa sous les couvertures et s'endormit rapidement. Mais Adi ne put s'endormir tout de suite. Bien que son cœur débordât de gratitude, une petite voix au fond de son esprit murmurait une incertitude. D'où avait-il vraiment tiré l'argent pour la fête et le bracelet? Leurs économies, après tout, étaient destinées aux frais de scolarité des enfants et à un rêve futur, ouvrir une petite boutique. Elle se rassura que Shuka ne mettrait jamais leur plan en péril de manière si impulsive. Il m'aime. Il a dû tout planifier soigneusement. Ce doute fugace mis de côté, elle finit par s'endormir, ignorant bienheureuse ce que le lendemain lui apporterait. 2 jours plus tard, Adi se réveilla avant l'aube, comme à son habitude, pour préparer Junior et Ziora pour l'école. Le bracelet en or attira son attention alors qu'elle prenait sa douche. Elle le tripota, se sentant coupable d'avoir douté du sens financier de Shuka. Pourtant, elle se souvint qu'il n'était pas allé à la banque depuis un moment, et elle avait une envie tenace de vérifier le solde de leur compte. Après avoir déposé les enfants à l'école, elle décida de s'arrêter au distributeur automatique de la banque. Elle entra son code PIN, sélectionna « Consultation de solde » et attendit. L'écran afficha un montant bien inférieur à ce à quoi elle s'attendait. Ce n'est pas possible. Elle retira le ticket imprimé et le relut encore et encore. Son cœur s'emballa alors qu'elle faisait un calcul mental rapide. Nous devrions avoir environ 500 000 Naira d'économisés. Mais le ticket montre moins de la moitié de ce montant. Où est passé l'argent?
Elle s'écarta pour que le client suivant puisse utiliser la machine, l'esprit bourdonnant de questions sans réponse. Adi composa immédiatement le numéro de Shuka, serrant le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Il décrocha à la deuxième sonnerie. « Salut bébé », dit-il d'un ton enjoué. « Shuka », commença-t-elle prudemment. « Je viens de vérifier notre compte. Il y a beaucoup moins d'argent que prévu. Avons-nous eu des dépenses que tu as oublié de me mentionner ?» Il y eut une pause, juste assez longue pour que l'estomac d'Adi se noue. Puis Shuka gloussa doucement. « Ah, tu t'inquiètes trop. Tu sais que j'ai dû régler une petite affaire. Je le rembourserai bientôt. En plus, n'oublie pas que la fête d'anniversaire a coûté quelque chose. » Les yeux d'Adi se plissèrent, même s'il ne pouvait pas voir son expression au téléphone. Mais ce montant est trop important pour n'être qu'une petite affaire. Il manque quelque chose comme 300 000. Nous n'avions jamais été d'accord sur ça. Adi, dit Shuka, avec une pointe d'agacement dans la voix. Fais-moi confiance, j'ai la situation sous contrôle. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus. Adi fixa son téléphone, chancelant sous la brusquerie de la conversation. La tension dans sa voix avait été claire. Il était ennuyé qu'elle les questionnait. Elle sentit une vague de culpabilité. Est-ce que je surréagis ? Elle essaya de chasser l'anxiété et décida de rentrer chez elle, se disant que c'était un malentendu. Pourtant, alors qu'elle faisait bouillir du riz plus tard cet après-midi-là, elle se surprit à relire le relevé bancaire. Les chiffres ne mentaient pas, et son intuition non plus. Quelque chose n'allait pas. Quand Shuka rentra ce soir-là, il essaya de nouveau de balayer ses inquiétudes. Tu n'as pas besoin de t'énerver comme ça. L'argent va et vient, dit-il en s'enfonçant dans le canapé usé. Dans quelques mois, nous aurons plus qu'au départ. Faisons-nous simplement confiance, d'accord ? Adi força un sourire, ne voulant pas que la situation dégénère en dispute. Mais en ramassant les assiettes après le dîner, elle remarqua autre chose. Shuka fredonnait pour lui-même, presque trop détendu pour quelqu'un qui venait de provoquer une panique à propos de fonds manquants. Elle réalisa qu'au fond de son cœur, une ombre de doute s'était installée. Et bien qu'elle ait essayé de faire taire ce doute, il persistait, suggérant que ce qu'elle avait trouvé n'était que la partie émergée d'un iceberg de secrets. La semaine suivante, Adi rangeait la chambre lorsqu'elle remarqua la chemise de Shuka froissée sur le sol. Elle la ramassa pour la plier, mais une tache de rouge à lèvres audacieuse sur le col la figea. La couleur, un rose vif, presque néon, n'était certainement pas la sienne. Adi préférait les tons nudes subtils. Le cœur battant, elle approcha la chemise de son visage. Le léger parfum d'un parfum inconnu la frappa immédiatement. Il était doux, avec une note florale qu'elle ne reconnaissait pas. Adi sentit un flot d'émotions contradictoires, colère, trahison, confusion. Serait-ce juste une amie qui la serrait dans ses bras ? Non, la tache de rouge à lèvres était trop grande, trop près du cou. Elle se dit de rester calme et de rassembler plus de faits avant de tirer des conclusions hâtives. Elle mit la chemise de côté, décidant de le questionner avec soin. Ce soir-là, alors qu'il s'asseyait pour dîner, Adi entama la conversation. « Shuka, je faisais la lessive aujourd'hui et j'ai trouvé une tache de rouge à lèvres sur ton col. » Son ton était posé, bien que ses entrailles se tordaient de tension. Shuka marqua une pause, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. Il la reposa lentement et croisa son regard. « C'est d'une collègue du bureau, dit-il avec précaution. Nous avons eu une petite célébration, et elle m'a fait un câlin. C'est peut-être comme ça que c'est arrivé. » Oh, réussit à dire Adi. Son pouce accélérait toujours. Et le parfum. Il sentait différent. Il haussa les épaules. Elle est fan de parfum, tapa accent grave l'œil, je suppose. Tu sais comment sont certaines femmes. Adi hocha la tête, essayant de sourire, mais son esprit revenait sans cesse à l'argent manquant. Combien de coïncidences peuvent s'accumuler avant de devenir des preuves, se demanda-t-elle. Pourtant, elle se mordit la langue, ne voulant pas aggraver la paix fragile entre eux. Plus tard, après qu'il se soit endormi, Adi examina son téléphone, une habitude qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Verrouillé. Elle ne connaissait pas son nouveau code. Avec une pointe de culpabilité, elle reposa le téléphone. Elle détestait l'idée d'être méfiante, de laisser la confiance s'éroder dans son mariage. Mais les graines du doute avaient été semées. Cette nuit-là,
elle rêva d'ombres tapies dans les coins, de menaces intangibles qui refusaient de se révéler. Et elle se réveilla avec le sentiment que les fissures dans leur cadre autrefois heureux s'approfondissaient, peut-être au-delà de toute réparation. Le matin se leva avec un soleil de plomb. Adi se tenait sur le balcon, sirotant une tasse de thé tiède, tandis que les enfants jouaient bruyamment dans le salon. Elle ressentait une lourdeur qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Shuka était partie très tôt, prétextant une réunion. Juste avant midi, elle entendit un grand coup de klaxon devant l'appartement. Elle jeta un coup d'œil à travers les rideaux et vit une Mercedes neuve et rutilante garée dans leur cour. La surprise se dessina sur son visage. Aucun de leurs voisins ne pouvait s'offrir une voiture de luxe pareille. Lorsque le conducteur sortit, la mâchoire d'Adi faillit tomber. C'était Shuka, souriant jusqu'aux oreilles, portant des lunettes de soleil et ayant l'air d'un fier propriétaire de voiture neuve. Elle se précipita à sa rencontre, le cœur battant d'incrédulité. « Shuka, à qui est cette voiture ?» demanda-t-elle, incapable de masquer le choc dans sa voix. Il enleva ses lunettes de soleil de façon spectaculaire. « C'est la nôtre », déclara-t-il en ouvrant la portière passager. « Vas-y, jette un œil à l'intérieur. » Hébété, Adi s'approcha, remarquant les sièges en cuir impeccable et l'odeur de voiture neuve. « Mais comment ?» Elle se tourna vers lui, confuse, les bras croisés sur sa poitrine. « Ça doit coûter une fortune. Tu as dit qu'on faisait attention. On économise pour l'avenir, pour l'éducation des enfants, tu te souviens ?» Shuka lui prit doucement le bras. « Détends-toi, ma chérie. Ce n'est pas ce que tu penses. La voiture fait partie d'un accord avec l'entreprise. C'est plus comme un leasing, et je peux l'utiliser dans le cadre d'un programme pilote. En gros, je la teste pour eux. » Toujours stupéfaite, Adi essaya de comprendre. Elle n'était pas entièrement convaincue, mais le ton confiant de Shuka la fit marquer une pause. « Et il n'exige aucun acompte ou quoi que ce soit de ta part ?» Il afficha un sourire rassurant. « Juste un petit acompte, que l'entreprise va me rembourser une fois la période d'essai terminée. C'est une bonne opportunité pour nous, Adi. Ne t'inquiète pas, » elle força un hochement de tête, bien que sa poitrine se sente serrée. Shuka fit vrombir le moteur, lui faisant signe de le rejoindre pour un tour dans le quartier. Junior et Ziora regardaient avec excitation depuis le balcon, poussant des cris de joie alors que leur père paradait avec la voiture tape à accent grave l'œil. Pendant qu'il roulait, Adi essaya de s'autoriser à profiter du moment. Pourtant, au fond de son esprit, elle pouvait presque voir les fils de la tromperie se tisser autour d'elle. Le doux ronronnement du moteur de la voiture ne suffisait pas à faire taire la voix qui murmurait « Il cache quelque chose, et ça devient de plus en plus gros chaque jour. » Une semaine plus tard, la vie entra en collision avec le malheur de la manière la plus inattendue. Junior tomba malade un samedi matin de bonne heure, se plaignant de douleurs intenses à l'estomac. Adi, désemparé, l'emmena d'urgence à l'hôpital local. Le personnel médical diagnostiqua une appendicite aiguë. Il avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Les mains d'Adi tremblaient en signant les formulaires de consentement. Elle vérifia frénétiquement son téléphone pour voir si Shuka avait laissé un message expliquant son retard. Il était sorti ce matin-là, soi-disant pour finaliser quelques détails liés à la voiture. Mais l'horloge tournait sans aucun signe de lui. Et l'hôpital insistait sur un acompte avant de procéder. Tremblante, Adi se dirigea vers le bureau de facturation de l'hôpital, priant pour que les économies couvrent au moins les frais initiaux. Lorsqu'elle tendit sa carte bancaire, l'employé la passa et fronça les sourcils. « Madame, elle est refusée », dit-il avec un hochement de tête sympathique. « Comment est-ce possible ?» Adi sentit son visage rougir de honte et de panique. Elle lui fit signe d'essayer à nouveau. Toujours refusé. L'employé lui rendit poliment la carte. Le cœur battant, elle ouvrit son application bancaire. Le solde était incroyablement bas. Bien trop bas pour payer la compte de l'opération. Ses yeux la piquaient de larmes. Dans un élan d'énergie désespérée, elle commença à appeler Shuka à plusieurs reprises. Pas de réponse. Elle appela sa mère, Mama Ada, qui promit d'envoyer le peu qu'elle avait, mais ce ne serait pas suffisant. Les cris de douleur de Junior résonnaient dans le couloir de l'hôpital, faisant se tordre l'estomac d'Adi. Elle ne pouvait pas laisser son enfant souffrir. « Où es-tu, Shuka ?» lui envoya-t-elle par SMS avec des doigts tremblants. « Junior est à l'hôpital. Opération nécessaire.
Nous n'avons pas d'argent. Où es-tu? Après ce qui parut une éternité, Shuka rappela enfin. Il semblait agité. Je suis en route. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Quand il arriva, ses yeux étaient rouges, soit d'inquiétude, soit d'autre chose. Il s'approcha rapidement du bureau de facturation et tenta de payer. La transaction fut partiellement réussie. Il couvrit juste assez pour la compte, retirant de l'argent d'un compte dont Adi ignorait même l'existence. Le soulagement d'Adi était mêlé de suspicion. Pourquoi garder un compte séparé caché? Alors que Junior était emmené en salle d'opération, Adi faisait les 100 pas dans la salle d'attente. Shuka essaya de poser une main réconfortante sur son épaule, mais elle la rejeta. « Où étais-tu » exigea-t-elle, la voix basse mais en colère. « Te rends-tu compte que nous avons failli ne pas pouvoir payer la compte de l'opération? Nos économies ont disparu, Shuka. Tu as dit que la voiture était un accord d'entreprise, mais comment pouvons-nous être à ce point fauchés? » Il se frotta les tempes et expira. « On ne peut pas faire ça ici, Adi. Notre fils est en salle d'opération. Concentrons-nous sur lui. » Elle voulait lui crier dessus. Elle voulait pleurer, mais elle serra les lèvres et hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je vais me concentrer sur Junior maintenant, mais cette conversation est loin d'être terminée. L'opération de Junior s'est bien passée, et il a été libéré après quelques jours d'observation. Encore faible, il était alité à la maison, et Adi se consacrait à le soigner pour qu'il retrouve la santé. Mais son esprit était agité. Elle ne pouvait se défaire de la peur que la sécurité financière qu'elle avait autrefois ressentie n'était qu'une illusion. Après des jours de tension sous le même toit, Adi décida de rendre visite à sa mère dans la petite ville où elle avait grandi. Le modeste bungalow de Mama Ada était entouré de grands palmiers et d'un petit potager. La vieille femme, de petite taille mais de grande personnalité, avait un visage ridé par l'âge et la gentillesse. Quand Adi arriva, Mama Ada l'accueillit avec une étreinte serrée. « Ma fille, qu'est-ce qui t'amène ici si soudainement? Non pas que je ne sois pas heureuse de te voir, mais ton visage montre de l'inquiétude, dit-elle en guidant Adi dans le salon. L'arôme de purée d'igname fraîchement préparé flottait dans la maison. Adi s'enfonça dans une chaise en bois et laissa échapper un long soupir. Elle raconta tout à sa mère, l'argent manquant, la nouvelle voiture, la crise à l'hôpital et la tache de rouge à lèvres. Pendant qu'elle parlait, Mama Ada écoutait attentivement, hochant parfois la tête. Quand Adi eut fini, les larmes menaçaient de couler. « Maman, je me sens impuissante. J'aime mon mari, mais j'ai l'impression qu'il s'éloigne, qu'il ment, peut-être même qu'il me trompe. » Les yeux de Mama Ada brillèrent de compréhension. Elle se pencha et tapota la main d'Adi. « Tes yeux ne mentent pas, mon enfant. L'instinct d'une femme est puissant. Je ne te dirai pas de le quitter, mais je te dirai ceci, sois sage. Si ta marmite est fissurée, tu dois trouver un moyen de la réparer ou en trouver une nouvelle. N'attends pas simplement que tout se gâte. » Adi hocha la tête. « Mais comment puis-je confirmer? Je ne veux pas porter de fausses accusations. » Mama Ada se pencha en arrière. « Tu observes ses actions, pas seulement ses paroles. Les actions ne mentent jamais. Si quelque chose existe, tu le trouveras. » Elles parlèrent pendant des heures, Mama Ada offrant des paraboles et des contes de mise en garde tirés de sa propre vie. Adi ressentit une certaine consolation rien qu'en étant en présence de sa mère. Alors qu'elle se préparait à partir, Mama Ada lui glissa une petite enveloppe dans les mains. « Ce n'est pas grand-chose, mais utilise-le pour les enfants. Les temps difficiles ne durent pas, mais les gens forts, si. » Dans le bus du retour vers la ville, Adi regardait par la fenêtre la route poussiéreuse qui s'étendait devant elle. Elle résolut de suivre le conseil de sa mère, d'observer attentivement. Elle ne confronterait pas aveuglément. Elle trouverait la vérité. La vérité arriva plus tôt que prévu. Un soir, Adi décida de suivre discrètement Shuka. Il lui avait dit qu'il avait une réunion de travail près d'un spa de luxe en ville. Adi emprunta la voiture de sa voisine sous prétexte d'une course. Gardant ses phares bas, elle le suivit à distance. Alors que la nouvelle Mercedes de Shuka s'arrêtait devant le spa, Adi se gara à une courte distance et coupa le moteur. Elle le regarda sortir et saluer une femme mince et élégante avec de longues tresses et une robe rouge tape à accent graveleuil qui épousait ses courbes. Le rire de la femme était assez fort pour qu'Adi l'entende même de l'autre côté de la rue. Ce doit être la collègue, pensa sarcastiquement Adi, le cœur battant.
puis elle les vit s'embrasser. C'était bref mais indubitablement intime. Le souffle d'Adi se coupa en sa gorge alors qu'elle luttait contre une vague de nausées. Ses pires craintes étaient maintenant une réalité flagrante. Elle enfonça ses ongles dans le siège de la voiture pour ne pas aller là-bas et faire une scène. Au lieu de cela, elle se força à rester cachée, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait la femme, maintenant appuyée de manière enjouée sur la nouvelle Mercedes de Shuka, battant des cils. Finalement, comme si le destin avait décidé qu'elle en avait assez vu, Shuka et la femme entrèrent ensemble dans le spa. Adi resta assise là pendant plusieurs longues minutes, tremblant de rage, de chagrin et d'incrédulité. Finalement, elle rentra chez elle, l'esprit tourbillonnant de confrontations possibles. Elle n'avait aucun plan, aucune idée de comment gérer une telle trahison. Quand Shuka rentra après minuit, Adi feignit de dormir. Elle l'entendit dans la salle de bain, fredonnant doucement, complètement serein. Alors qu'elle était allongée là dans l'obscurité, des larmes silencieuses tachant son oreiller, elle réalisa qu'une partie de son innocence était morte. L'épouse au grand cœur qui croyait autrefois que rien ne pouvait détruire son mariage était maintenant face à une froide trahison. Et elle n'était pas sûre de comment elle allait y survivre. Le lendemain matin, Adi confronta Shuka dans le salon, loin des oreilles des enfants. Sa voix tremblait alors qu'elle parlait. « Je t'ai suivi hier soir, admit-elle. Je t'ai vu avec cette femme au spa. Je vous ai vu vous embrasser. C'est ça que tu fais avec notre argent? Acheter des cadeaux pour ta maîtresse. » Le visage de Shuka pâlit un instant avant qu'il ne retrouve son sang-froid. Il ne nia pas. Au lieu de cela, il fixa Adi avec un calme surprenant. « Alors tu as joué au détective, hein? » Les yeux d'Adi se plissèrent. « Tu as vidé notre compte, Shuka. Tu as failli laisser notre fils manquer son opération. Pourquoi? Pour financer une vie avec elle? » Il se passa une main sur la mâchoire, l'air tendu mais impénitent. « Tu ne comprends pas Noni, elle me fait me sentir vivant. J'en ai marre de vivre cette vie ennuyeuse, à compter chaque Nera, sans excitation, sans ambition. » Des larmes coulaient sur les joues d'Adi, mais sa voix se raffermit. « Et nos enfants? Nos rêves? Ils ne comptent pas pour toi. » Il haussa les épaules. « Je ne dis pas qu'ils ne comptent pas, mais j'ai des besoins aussi, Adi. Je ne vais pas m'excuser de poursuivre mon bonheur. » Elle le regarda, bouche bée, presque incapable de croire les mots qui sortaient de sa bouche. Finalement, elle cracha, « J'ai cru en toi. Je t'ai soutenu quand tu n'avais rien. Et c'est comme ça que tu me rembourses. » Shuka s'éloigna, la laissant debout là, enlarme et le cœur brisé. Une douleur creuse s'installa dans sa poitrine. Elle aurait pu s'attendre à des mensonges, des démentis ou des excuses. Mais le fait qu'il confirme platement qu'il avait choisi quelqu'un d'autre plutôt que leur famille était comme un coup de poing brutal. Elle ne savait pas comment avancer, mais elle savait qu'elle le devait, d'une manière ou d'une autre. La tension dans la maison devint étouffante. Adi envisagea de faire ses valises, mais chaque fois qu'elle regardait Junior et Ziora, sa résolution vacillait. Ils ont besoin de stabilité, se disait-elle. Au moins pour l'instant. Shuka continuait d'aller et venir à sa guise, faisant peu d'efforts pour cacher sa liaison avec Noni. Il n'offrait plus d'explications pour ses sorties tardives. Il ne participait plus au rituel du coucher des enfants ni ne demandait comment s'était passée la journée d'Adi. La maison semblait hantée par le fantôme d'un mariage autrefois aimant. Adi décida de trouver un moyen de gagner de l'argent supplémentaire sans que Shuka le sache. Un soir, elle prépara une grande quantité d'akara, des beignets de haricots frits, un aliment de rue populaire dans leur quartier. Tôt le lendemain matin, avant que quiconque ne soit réveillé, elle quitta tranquillement la maison pour les vendre à une intersection animée. Elle choisit un endroit près d'une zone commerciale où les ouvriers et les employés de bureau passaient en se rendant au travail. Tenant une petite glacière remplie d'akara fraîchement frits, elle s'approcha timidement des clients potentiels. « Bonjour, mon frère. Ma sœur. Aimeriez-vous de l'akara chaud ?» Elle était hésitante au début, embarrassée à l'idée de vendre à la sauvette dans la rue. Mais la nécessité l'emporta sur la fierté. Et les gens prirent rapidement goût à son akara. Le goût était bon, et le prix était raisonnable. En milieu de matinée, elle avait tout vendu, empochant un modeste profit. Elle ressentit une brève vague d'accomplissement. Elle pouvait subvenir aux besoins de ses enfants, même si c'était de manière modeste. De retour à la maison,
elle glissa l'argent dans une pochette cachée dans son placard. Elle n'avait même pas parlé de ce plan à Mama Ada. Je ferai tout ce qu'il faut, pensa-t-elle, même si cela signifie vendre de l'akara en secret. Cette nuit-là, alors que Shuka partait pour un autre rendez-vous avec Noni, Adi fixa sa silhouette qui s'éloignait. Elle ne s'était jamais sentie aussi partagée, une partie d'elle aspirant toujours au mari aimant qu'elle avait connu, tandis qu'une autre partie voulait se débarrasser de la douleur qu'il lui avait apportée. Mais pour l'instant, elle choisit le silence. Elle choisit de rester, ne serait-ce que pour protéger ses enfants de plus de bouleversements. Elle se demanda cependant combien de temps elle pourrait maintenir une telle agonie silencieuse avant qu'elle ne la consume entièrement. Tard un soir, Ziora entra en trompe dans le salon, contenant à peine son excitation. « Maman! Regarde cette page Instagram », cria-t-elle en brandissant son téléphone. Bien qu'Adi désapprouvât l'utilisation non supervisée des réseaux sociaux par sa fille, elle savait que les enfants parcouraient parfois innocemment les flux. Le cœur d'Adi s'arrêta lorsqu'elle reconnut la femme sur les photos. Noni. Debout à côté d'une Mercedes noire élégante, affichant un sourire suffisant, elle exhibait l'intérieur et l'extérieur de la voiture. La légende disait « Béni avec une nouvelle voiture pour mon roi ». #vivre ma meilleure vie. La gorge d'Adi se serra, sa main tremblant alors qu'elle prenait le téléphone de Ziora. La voiture sur les photos était sans conteste la même que Shuka avait ramenée à la maison, prétendant que c'était un avantage d'entreprise. Son esprit tourbillonna, se remémorant le jour où il s'était vanté de la tester pour la firme. La trahison tordit un couteau dans sa poitrine. Il avait non seulement menti sur la voiture, mais avait en fait volé les économies de leur famille pour financer ce cadeau somptueux pour Noni. Ziora sentit la détresse de sa mère et fronça les sourcils. « Maman, ça va ? C'est l'ami de papa ?» Adi déglutit difficilement, forçant un faible sourire. « Oui, juste une connaissance. » Réussit-elle à dire, rendant rapidement le téléphone. « Rien dont tu doives t'inquiéter. » Elle se retira dans la chambre et verrouilla la porte. Pendant un long moment, elle fixa simplement les murs, se sentant engourdie. Son regard dériva vers le bracelet en or sur sa commode. Celui que Shuka lui avait offert pour son anniversaire. Combien de mensonges suis-je encore prête à endurer, se demanda-t-elle. Mais lorsque son esprit revint aux enfants, elle se sentit ancrée par la responsabilité. Une seule larme s'échappa de son œil. Elle s'affaissa sur le lit, pressant un oreiller sur son visage pour étouffer les sanglots. Ce n'était pas seulement l'argent ou la voiture, c'était la réalisation cristallisée que la trahison de Shuka était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Cette nuit-là, pour la première fois, elle se surprit à envisager sérieusement la possibilité d'un avenir sans lui. La semaine suivante, les factures s'accumulèrent, le loyer, les frais de scolarité des enfants, les charges. Shuka ne montrait aucun intérêt pour la responsabilité financière, et le commerce secret d'Akara Daddy ne pouvait pas tout couvrir. Elle rationnait soigneusement la nourriture, sautant souvent elle-même des repas pour s'assurer que Junior et Ziora en aient assez. Malgré tous les efforts d'Adi, un après-midi, l'infirmière de l'école appela. Ziora s'était évanouie en classe. Adi se précipita à l'école en panique. Elle trouva sa fille assise faiblement dans le bureau de l'infirmière, un pack d'eau glucosée à la main. « Maman, dit doucement Ziora. J'ai eu des vertiges. J'ai sauté le petit déjeuner parce que, eh bien, je savais qu'on n'avait pas grand-chose. » La poitrine d'Adi se serra de culpabilité. Elle s'agenouilla à côté de sa fille, les yeux remplis de larmes. « Oh, mon bébé. Tu ne dois jamais sauter de repas. On trouvera un moyen. Je te le promets. » L'infirmière offrit un sourire inquiet. Elle semble aller bien maintenant, mais elle a besoin d'un vrai repas et d'un peu de repos. Ramenez-la à la maison, s'il vous plaît. Adi et Ziora quittèrent l'école ensemble. Le soleil tapait, et Adi sentit qu'il reflétait la dure lumière qui éclairait maintenant sa réalité. Comment les choses avaient-elles pu en arriver là? Où était Shuka, l'homme qui avait autrefois promis de les protéger et de subvenir à leurs besoins? Ce soir-là, Adi prépara le dernier reste de riz qu'ils avaient. Elle servit une portion aux enfants, leur disant qu'elle n'avait pas faim. En les regardant manger, son cœur se serra. « Je ne laisserai plus jamais ça arriver », jura-t-elle silencieusement. « Je ferai tout ce qu'il faut pour que mes enfants ne meurent plus jamais de faim. » Incapable de supporter la situation plus longtemps, Adi appela Mama Ada et lui ouvrit son cœur une fois de plus.
Elle expliqua les événements de la journée, l'évanouissement de Ziora, la pénurie de nourriture, la négligence flagrante de Shuka. La voix de Mama Ada portait à la fois de l'empathie et de l'urgence. Adi, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu deviens l'ombre de toi-même. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Si tu restes trop longtemps dans le feu, même un diamant finira par brûler. Tu dois prendre une décision, pour ton bien et celui de tes enfants. Adi serra le téléphone, des larmes coulant sur son visage. Maman, j'ai peur. Où irai-je? Comment recommencerai-je à zéro? Mama Ada soupira. Parfois, la peur est la chaîne qui nous maintient en esclavage. Mais tu es plus forte que tu ne le penses. Si tu as besoin de rentrer à la maison, ma porte est ouverte. Mais réfléchis bien à ce qui est le mieux pour toi et les enfants. La fierté, la honte ou un sentiment d'obligation ne devrait pas te maintenir dans la souffrance. Après avoir raccroché, Adi fit les 100 pas dans le salon, les mots de Mama Ada résonnant dans son esprit. Pourrait-elle déraciner sa vie, déraciner les enfants et retourner dans la petite ville de sa mère? Cela résoudrait-il quelque chose, ou cela créerait-il simplement de nouveaux problèmes? Elle avait l'impression d'être piégée dans un labyrinthe, chaque virage menant à une autre impasse. Elle jeta un coup d'œil au contenu maigre de son placard. Une chose était certaine, elle devait trouver un moyen de briser ce cycle de dépendance. Je refuse de laisser mes enfants s'évanouir de faim à nouveau, se dit-elle. Et ainsi, l'avertissement de sa mère alluma une étincelle en elle. Qu'elle reste ou qu'elle parte, quelque chose devait changer, et bientôt. Un soir, Adi était assise à son stand d'Akara improvisé, installé près d'un arrêt de bus bondé, scrutant la foule à la recherche de clients potentiels. Les affaires avaient été lentes ce jour-là, et elle s'inquiétait de savoir comment elle allait étirer le petit profit pour couvrir les repas et le transport scolaire des enfants. Alors qu'elle commençait à remballer, un homme mystérieux en chemise blanche impeccable s'approcha. Il s'arrêta devant le stand, les mains derrière le dos, l'observant tranquillement. « Bonsoir, monsieur », salua-t-elle timidement. « Aimeriez-vous de l'Akara? Ils sont encore chauds. » Il sourit, un sourire poli mais réservé qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Au lieu de répondre, il posa une enveloppe sur sa petite table et la fit glisser vers elle. « C'est pour vous », dit-il simplement. Adi cligna des yeux, confuse. Elle regarda l'enveloppe, puis l'homme. « Je ne comprends pas. »« Je ne vous connais pas », il hocha la tête. « Vous ne me connaissez pas. Mais quelqu'un m'a demandé de m'assurer que vous receviez ceci. Continuez à faire ce que vous faites. Et construisez. » Avant qu'Adi ait pu rassembler ses esprits pour poser plus de questions, il se fondit dans la foule et disparut. Elle le regarda s'éloigner, le cœur battant. Tremblante, elle ramassa l'enveloppe et regarda à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de plusieurs billets de Nera neufs. Il y avait aussi une petite note manuscrite qui disait « Construit ». L'esprit d'Adi tourbillonnait de questions. Qui ferait une telle chose? Était-ce un coup monté? Une ruse de Shuka? Un signe de Dieu? Elle compta soigneusement l'argent, un capital suffisant pour développer considérablement sa petite entreprise. Elle plia l'enveloppe et la glissa dans son sac, le cœur battant d'excitation et d'anxiété à parts égales. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Le mot unique de la note la hantait. Construit. C'était à la fois un ordre et une possibilité, une promesse d'espoir dans une situation désespérée. Elle ne savait pas qui veillait sur elle, mais elle résolut d'honorer ce geste mystérieux en utilisant l'argent à bon escient. Avec ce nouveau capital, Adi décida de louer un petit kiosque près d'un marché animé. Elle rebaptisa son entreprise d'Akara, ajoutant quelques autres articles, des ignames frites, des bananes plantains et des petits paquets de boissons au beau maison. À son grand soulagement, le nouvel emplacement fut un succès. Les foules du petit matin faisaient la queue pour des petits déjeuners rapides et savoureux. L'après-midi, les employés de bureau et les commerçants du marché se régalaient de ces collations. Adi se jeta corps et âme dans l'entreprise. Se réveillant à 4 heures du matin, elle préparait la pâte et les boissons. À 6 heures, elle était au kiosque, prête pour la cohue de la journée. Elle se sentait responsabilisée, bien qu'épuisée. Ses enfants remarquèrent aussi la différence. Bien qu'elle rentre fatiguée, elle rentrait satisfaite. Il y avait maintenant assez de nourriture sur la table, et leurs frais de scolarité n'étaient plus en péril. Un matin particulier, alors qu'elle mélangeait de la pâte,
elle entendit deux clients discuter d'une nouvelle boutique en ville, qui appartiendrait à une certaine Noni ayant attiré des investissements importants. La mention de ce nom lui glaça le sang. Elle fit semblant de ne pas écouter, mais chaque mot résonnait dans son esprit. Alors, elle ouvre une boutique maintenant. Où a-t-elle trouvé l'argent? Plus tard dans la journée, Adi confronta Shuka lorsqu'il entra dans la maison, sentant l'eau de Cologne chère. J'ai entendu parler de la nouvelle boutique de Noni. C'est là que va notre argent, Shuka? Il ricana. Tu ne peux même rien prouver. Pourquoi ne te concentres-tu pas sur ton petit stand? Il choisit de s'éloigner. Elle refusa de le laisser diminuer ses réalisations ou freiner sa détermination. Son entreprise était en effet petite comparée à une boutique, mais elle était honnête, et elle grandissait. Et peut-être pour la première fois de sa vie, Adi se sentit vraiment indépendante, capable de se tenir sur ses propres pieds, grâce à un bienfaiteur mystérieux et à sa volonté inébranlable de survivre. Au fil des semaines, les rumeurs sur la boutique de Noni se répandirent. On disait qu'elle était somptueusement décorée, une boutique haut de gamme proposant des sacs, des chaussures et des robes importées. Des clients des cercles fortunés venaient y faire leurs achats. Shuka continuait d'injecter de l'argent dans ce qu'il croyait être une entreprise lucrative, ignorant les avertissements et les préoccupations d'Adi. En réalité, derrière la façade brillante des publications sur les réseaux sociaux et du faste du jour de l'ouverture, l'empire de Noni était bâti sur des mensonges. Elle n'avait aucun sens des affaires, aucune chaîne d'approvisionnement authentique et dépensait somptueusement pour des fêtes afin d'attirer les gros dépensiers. L'argent disparaissait aussi vite qu'il arrivait. Un après-midi humide, Adi apprit d'une amie que la boutique de Noni était sur le point de s'effondrer. Les fournisseurs n'étaient pas payés, le personnel avait démissionné à cause de chèques sans provision, et le bouche-à-oreille devenait négatif. Adi ressentit une lueur de satisfaction sinistre. Peut-être que Shuka allait bientôt goûter aux conséquences de sa trahison. Elle pria pour que cela ne l'entraîne pas, elle et les enfants, encore plus bas. Tard cette nuit-là, elle se réveilla pour trouver Shuka faisant les 100 pas dans le salon, le téléphone à la main, la voix épaisse de frustration. Noni, que veux-tu dire par « j'ai besoin de plus d'argent » ? Je t'en ai déjà donné plein, siffla-t-il au téléphone. Écoute, bébé, calme-toi. Je ne peux pas faire de miracle. On trouvera une solution. Depuis le couloir, Adi regardait l'homme qu'elle avait autrefois admiré se traîner, suppliant presque. Elle ne ressentit aucune pitié. Au contraire, elle ressentit une colère grandissante. C'est l'homme qui a joué notre avenir sur un coup de tête. Elle retourna au lit, décidée à ne plus perdre de sommeil à cause de ses choix. Les graines du soi-disant empire de Noni avaient peut-être été arrosées par la tromperie de Shuka, mais elles étaient condamnées à se flétrir. Le monde de Shuka s'effondra de manière inattendue par un mardi après-midi torride. Il arriva à son bureau pour être convoqué au département des ressources humaines. En quelques minutes, on lui remit une lettre de licenciement. L'entreprise réduisait ses effectifs, et son département était le premier à partir. Choqué, il argumenta en vain, mettant en avant son bilan. Mais la décision était finale. Il quitta le bâtiment, hébété, la nouvelle Mercedes brillant d'un air moqueur sur le parking. « Qu'est-ce que je vais dire à Noni ?» se demanda-t-il. « Et la compte que j'ai pris sur le compte de la famille ? Celui que j'ai dit que l'entreprise rembourserait. » Sans salaire, sans indemnité, toutes les illusions de stabilité s'étaient brisées. Ravalant sa fierté, il se rendit à l'appartement de Noni. Elle ouvrit la porte, les sourcils levés. « Pourquoi es-tu ici à cette heure ? » « Tu ne travailles pas ?» demanda-t-elle, les mains sur les hanches. Il marmonna, « Ils m'ont viré. Mais ce n'est qu'un contretemps temporaire. Une fois que ta boutique reprendra, tout ira bien. » À la mention de la boutique, le visage de Noni se durcit. « Reprendre ? Tu me prends pour une magicienne ?» Elle s'éloigna, laissant Shuka debout sur le seuil. « J'ai besoin de vrai argent, pas de fausses promesses, Shuka. Si tu ne peux pas fournir, je ne peux pas perdre mon temps avec toi. » Shuka sentit une vague de panique. « Bébé, donne-moi du temps. N'oublie pas tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai pratiquement financé ta boutique. » Noni leva les yeux au ciel. « C'était un investissement, oui, mais tu auras ta part quand ce sera rentable, si ça l'est un jour. Pour l'instant, j'ai des factures et je ne peux pas me permettre un poids mort. » Elle attrapa son téléphone, fit défiler un instant,
puis lança sèchement, « D'ailleurs, j'ai d'autres options. De vrais hommes qui ne sont pas des perdants. » Stupéfait, Shuka la regarda littéralement bloquer son numéro sur son téléphone devant lui. « Au revoir, Shuka, dit-elle en claquant la porte. L'humiliation le brûla comme de l'acide. Il resta quelques instants devant sa porte, puis se détourna. « Où vais-je aller maintenant ?» pensa-t-il. Soudain, le poids du chômage, du chagrin d'amour et de l'argent gaspillé s'abattit sur lui. Mais il n'avait pas encore affronté le pire de ses conséquences, retourné chez Adi, la femme qu'il avait méprisée si cavalièrement. Tard ce soir-là, Shuka arriva à leur immeuble, pour trouver un avis collé sur le portail. Avis d'expulsion, loyer en retard. La peur le saisit. Il se précipita dans la cour, monta les escaliers et découvrit Adi qui l'attendait, les bras croisés. « Ils nous ont donné 48 heures pour déménager, » dit sèchement Adi, en désignant l'avis épinglé à la porte. « J'ai supplié le propriétaire de nous accorder plus de temps, mais il a dit que nous avions 3 mois de retard. » Le visage de Shuka était blême. « Je pensais avoir plus de temps pour régler ça. » L'entreprise. Adi le coupa avec un rire amer. « Quelle entreprise, Shuka ? Celle qui vient de te licencier. » Il la regarda, abasourdi. « Tu sais ?» Elle haussa les épaules, rassemblant quelques ustensiles de cuisine dans une boîte. « Les nouvelles vont vite. Ce n'est pas une grande ville. » Dans un élan soudain de désespoir, Shuka lui prit la main. « Adi, s'il te plaît, on peut parler au propriétaire. Je trouverai un moyen de le payer. On peut rester ensemble. » Elle retira brusquement sa main. « N'ose même pas. Tu veux que je te fasse confiance maintenant ? Après que tu nous aies entraînés dans les dettes, négligé nos enfants et jeté tout ce que nous avions économisé dans la boutique de cette femme. Mais je suis ton mari, plaida Shuka, la voix tremblante. Et ce sont mes enfants. » Les yeux d'Adi brillèrent de colère. « Tu as cessé d'être un mari le jour où tu as vidé notre compte. Quant aux enfants, tout ce qu'ils ont vu, c'est ton absence. » Elle fit un geste autour de l'appartement. « On ne peut pas rester ici. Je vais m'installer chez maman, où je trouverai un autre endroit. Mais pour toi, je me fiche de savoir où tu vas. » Elle souleva une boîte d'affaires et sortit, laissant Shuka debout au milieu de meubles éparpillés et de rêves brisés. Le bâtiment qui abritait autrefois leur famille n'était plus qu'un autre symbole de sa chute. Cette nuit-là, Shuka dormit dans la chambre vide, froid et seul, le silence rompu seulement par l'écho de ses regrets. Une semaine plus tard, Adi s'installa dans une chambre exiguë qu'elle avait réussi à trouver dans un quartier plus proche de son kiosque. Elle ne pouvait se résoudre à déraciner complètement les enfants, donc la maison rurale de Mama Ada était un dernier recours si tout le reste échouait. Malgré le chaos, sa petite entreprise de restauration était florissante. Elle engagea une adolescente nommée Amaka pour l'aider à la préparation et à la vente pendant les heures de pointe. Chaque jour, de nouveaux clients se présentaient, attirés par le bouche à oreille sur les délicieux akara et les friandises frites. Un après-midi, Adi reçut un appel téléphonique d'un bureau d'entreprise locale. Ils avaient besoin d'un service de traiteur pour un séminaire du personnel. La commande potentielle était massive, des dizaines de collations et de boissons. Si elle obtenait ce contrat, elle pourrait enfin rembourser certaines dettes et s'assurer que ses enfants aient assez pour une scolarité décente. Elle arriva au bâtiment de bureaux élégants aux parois de verre, se sentant à la fois nerveuse et excitée. Guidée par une secrétaire, elle entra dans une salle de conférence bordée de chaises moelleuses et d'une large table en chêne. Au fond se trouvait un homme dans un costume impeccablement taillé. Il leva les yeux en entrant, et son visage s'adoucit en un sourire timide. Adi se figea, momentanément déconcertée par une lueur de reconnaissance. Elle ne pouvait pas le situer immédiatement, mais ses yeux lui étaient familiers. Quelque chose dans l'inclinaison de sa tête remua un lointain souvenir. Il se présenta comme Ekena, le responsable du bien-être de l'entreprise. « Merci d'être venu, dit-il en tendant la main. Nous avons entendu de grandes choses sur votre nourriture de la part de certains de nos employés qui ont visité votre kiosque. » Adi sourit poliment. « J'apprécie l'opportunité. Je peux fournir une variété de collations, akara, igname frites, chips de plantain, peut-être même quelques pâtisseries si vous préférez. » Ils discutèrent des détails. Prix, quantité, calendrier de livraison. Alors que la réunion se terminait, Ekena hésita. « Pardonnez-moi,
mais êtes-vous parente du défunt chef Okafor? Vous ressemblez de façon frappante à quelqu'un que j'ai connu autrefois. Les yeux d'Adi s'écarquillèrent. Le chef Okafor était mon père. Il est décédé il y a des années. Ekena cligna des yeux. Votre père était mon mentor. Il m'a aidé à établir mon tout premier contact commercial en tant qu'apprenti. Je lui dois beaucoup. Soudain, tout s'éclaira. Adi se souvint que son père avait mentionné un jeune homme nommé Ekena qui lui rendait des services. Elle était trop jeune pour y prêter attention à l'époque, mais le nom lui était resté. C'est incroyable, souffla-t-elle, un mélange de tristesse et d'affection l'envahissant. Il ne parlait pas beaucoup de vous, mais c'est bon de voir quelqu'un qui se souvient de lui. L'expression d'Ekena s'adoucit. C'était un homme bon. Je suis heureux de savoir que sa fille s'en sort, malgré, eh bien, la vie peut être dure. Adi hocha la tête, se sentant à la fois reconnaissante et curieuse. Elle ne se doutait pas que cette réunion fortuite était sur le point de modifier la trajectoire de sa vie de manière qu'elle ne pouvait encore imaginer. Le jour du séminaire d'entreprise arriva, et Adi livra sa commande de traiteur au même bâtiment. Fidèle à sa parole, Ekena s'assura que tout était installé sans accroc. Les employés firent l'éloge de la nourriture, la qualifiant de meilleure akara de la ville. Après le séminaire, alors qu'elle rangeait ses plateaux, Ekena s'approcha avec un sourire subtil mais sincère. Vous avez fait un excellent travail. Mes collègues sont très impressionnés. Je suppose que ce ne sera pas la dernière fois que nous vous demanderons de nous servir. Adi sentit une bouffée de fierté. Je suis contente que tout le monde ait apprécié. Merci encore pour l'opportunité. Il la raccompagna hors du bâtiment, et à l'entrée, il dit, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important, si vous avez un moment. Cela concerne votre père. La curiosité piquée au vif, Adi hocha la tête. Ils trouvèrent un banc tranquille dans un petit jardin à côté du parking. Ekena posa ses coudes sur ses genoux, choisissant ses mots avec soin. Votre père a été essentiel à mon succès. Il a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Avant son décès, il avait mis de côté des fonds destinés à m'aider à me lancer. Mais je n'ai finalement pas tout utilisé. Je cherche un moyen de rendre l'appareil à sa famille depuis. Les yeux d'Adi s'écarquillèrent. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Êtes-vous en train de dire que vous avez encore une partie de ces fonds? Ekena hocha lentement la tête. Oui. C'est un montant décent. Pendant des années, j'ai cherché à vous retrouver, vous ou un autre membre de la famille, pour vous le transmettre ou l'investir d'une manière ou d'une autre en votre nom. Mais j'ai perdu la trace de votre mère après la mort de votre père. Maintenant, le destin nous a réunis. Je pense que c'était le souhait de votre père que vous ayez une vie meilleure. Adi était stupéfaite. Mais je ne peux pas simplement accepter de l'argent. Je ne sais même pas comment vous remercier correctement. Il balaya sa protestation d'un geste de la main. Ce n'est pas mon argent. C'était celui de votre père. Je l'ai seulement gardé en sécurité. Et d'après ce que je comprends, vous pourriez l'utiliser pour développer votre entreprise ou aider vos enfants. Sans aucune condition. Des larmes menaçaient de couler des yeux d'Adi. Je ne sais pas quoi dire. Ekena posa une main réconfortante sur son épaule. Dites que vous en ferez quelque chose de bien. Honorez sa mémoire. Bien que submergée, Adi sentit une immense vague de gratitude l'envahir. Elle se souvint de l'enveloppe mystérieuse d'il y a des semaines et se demanda si Ekena était aussi derrière cela. Mais elle décida de ne pas insister pour l'instant. La révélation du legs de son père était suffisante pour une journée. L'espoir, brillant et tangible, était enfin à portée de main. Quelques jours plus tard, Ekena et Adi se revirent pour discuter de la gestion des fonds. Ils convinrent de commencer par investir dans l'entreprise de restauration florissante d'Adi. Ekena exposa un plan qui allait au-delà des simples stands d'Akara. Il proposa d'ouvrir plusieurs stands dans des endroits stratégiques, chacun offrant une variété de plats locaux rapides et de qualité. Au début, Adi hésita. L'idée semblait trop grandiose, trop risquée. Ekena, je n'ai jamais géré plus d'un kiosque. Comment puis-je gérer plusieurs stands? Il sourit avec confiance. On formera du personnel, on mettra en place des chaînes d'approvisionnement, et peut-être même qu'on introduira un petit service de livraison. Crois-moi, je cherchais une opportunité solide pour investir. Ça me semble juste. Elle le regarda, la gratitude brillant dans ses yeux.
J'ai peur, mais je suis aussi excité. Faisons-le. Faisons de ce rêve une réalité. Ils se serrèrent la main, une compréhension tacite passant entre eux. Adi réalisa que pour la première fois depuis la mort de son père, elle se sentait vraiment prise en charge par une figure paternelle, même si Ekena était plus une présence fraternelle. Elle se souvint comment son père avait toujours cru en son potentiel, et des larmes lui piquèrent les yeux. Il doit sourire d'en haut, en voyant cela se concrétiser. Alors qu'il se tenait dans la cour d'un quartier d'affaires animé, finalisant les détails, Adi sentit quelque chose changer en elle. Un nouveau sens du but, une direction claire. La femme timide qui avait autrefois compté uniquement sur Shuka avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui était prêt à construire, à grandir et à affronter les défis de la vie de front. En 3 mois, la cuisine de Mama Z était née, nommée en l'honneur de la mère d'Adi et de son propre surnom. Ils ont obtenu 3 emplacements de choix pour de petits stands de restauration rapide et décontractés. Chaque stand offrait de tout, des akaras fraîchement frits aux plats rapides de riz et de ragoût. Abordable pour l'ouvrier ou l'étudiant moyen, mais méticuleusement préparé pour garantir un goût et une hygiène excellents. Sous la direction d'Ekena, ils ont conçu des menus, embauché du personnel et mis en place une chaîne d'approvisionnement petite mais efficace. Adi a personnellement formé ses employés pour maintenir une qualité constante et un service accueillant. Bientôt, les stands bourdonnaient d'activités. Les gens faisaient la queue, surtout pendant les pauses déjeuner, attirés non seulement par la nourriture mais aussi par la chaleur qu'Adi inculquait à son personnel. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle énorme. Les clients publiaient des photos de leurs repas, louant la cuisine de Mama Z comme la meilleure expérience de restauration rapide locale. La nouvelle s'est répandue rapidement, et à mesure que les bénéfices affluaient, Adi se retrouva non seulement stable, mais vraiment prospère. Un soir, alors qu'elle se tenait devant l'enseigne fraîchement peinte de son 3e stand, des larmes montèrent à nouveau à ses yeux, cette fois des larmes de triomphe. J'ai construit ça, pensa-t-elle, se remémorant le jour où elle avait été forcée de vendre des akaras en secret. Personne ne peut me l'enlever. Elle se souvint du chagrin qu'elle avait affronté, de la trahison. Maintenant, elle se sentait à nouveau entière, plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. La nouvelle de la cuisine de Mama Z finit par atteindre Shuka, qui vivait dans une auberge délabrée, se contentant de repas sporadiques. Quand il vit un panneau publicitaire avec le visage de sa femme, souriant vivement, tenant un plateau de plats délicieux, il faillit s'étouffer de jalousie. « C'est Adi » marmonna-t-il pour lui-même, s'approchant pour confirmer. En effet, c'était elle, radieuse, confiante, réussie. Une pointe de regret le transperça alors que les souvenirs de tout ce qu'il avait fait refaisaient surface. Ravalant sa fierté, Shuka décida de la chercher. Il arriva à l'un des emplacements de la cuisine de Mama Z, poussiéreux de la tête aux pieds. Le personnel lui lança des regards perplexes, ne le reconnaissant que vaguement d'après des photos. Quand Adi sortit enfin du bureau, elle s'arrêta, choquée, à la vue de l'homme qui avait autrefois dominé sa vie. Shuka regarda ses bras, appelant un membre du personnel pour gérer la file de clients. Puis, elle le conduisit dans un coin plus calme du stand. La transformation d'Adi était frappante. La femme timide qui tremblait autrefois de peur de la confrontation avait disparu. Maintenant, elle se tenait droite, le menton levé, son expression gardée. Shuka s'éclaircit la gorge. « J'ai entendu parler de ton succès. Je suis heureux pour toi, Adi. » Ses yeux tombèrent au sol. « J'ai fait des erreurs. D'énormes erreurs. Noni m'a quitté, à tout prix. J'ai perdu mon travail. Je n'ai nulle part où aller. » Le visage d'Adi resta impassible. « Alors tu veux que je répare tes bêtises » demanda-t-elle tranquillement. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Finalement, il marmonna, « Ma famille me manque. Je veux revenir. J'ai besoin de toi. » Son désespoir était évident, mais Adi ne ressentit aucune pitié. Elle soupira simplement, se sentant plus fatiguée qu'en colère. « Shuka, dit-elle doucement. Je ne suis pas la même femme que tu as laissée en larmes. Tu dois te débrouiller dans ta propre vie. » Un fantôme de sourire vacilla sur son visage, mais il ne contenait aucune chaleur. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Ne voulant pas abandonner si facilement, Shuka revint le lendemain, cette fois en faisant une scène devant le personnel et les clients. Il se tenait près de l'entrée, criant le nom d'Adi, exigeant d'être laissé entrer.
Les gens le regardaient, certains enregistrant avec leur téléphone. L'homme autrefois fier était maintenant un spectacle. Finalement, Adi sortit en trombe, le visage rouge d'un mélange de colère et d'embarras. « Qu'est-ce que tu crois faire » lança-t-elle, essayant de garder sa voix basse mais ferme. « Tu fais fuir mes clients. » Shuka se passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « S'il te plaît, Adi, écoute-moi. Je dois m'expliquer. » Elle le coupa avec un calme glacial. « Expliquer quoi? Comment tu as dépensé l'avenir de nos enfants pour la vanité d'une autre femme? Comment tu m'as laissé me débattre? Comment tu m'as humilié ?» Voyant une foule se rassembler, le visage de Shuka rougit. Il tenta de saisir la main d'Adi, mais elle se dégagea. Ses yeux brillaient de fureur et de douleur. Rassemblant chaque once de maîtrise de soi, elle prononça 5 mots qui résonnèrent dans l'espace ouvert. « Tu l'as choisie. Reste avec elle. » La foule murmura, stupéfaite. Certains applaudirent en signe d'approbation. D'autres chuchotèrent, désignant la honte évidente de Shuka. Réalisant qu'il avait perdu toute dignité, Shuka baissa la tête et s'esquiva. Adi le regarda partir, le cœur battant. Elle n'était pas fière de l'avoir humilié en public, mais c'était peut-être le seul langage qu'il comprendrait vraiment. Plusieurs semaines passèrent. L'entreprise d'Adi continua de prospérer, et elle se consacra au bien-être de ses enfants. Junior et Ziora semblaient plus heureux, remarquant la joie retrouvée de leur mère. Pourtant, une petite partie du cœur d'Adi se sentait instable, lourde du poids de la colère et de la douleur non résolue. Par un dimanche après-midi ensoleillé, elle se retrouva à conduire vers l'auberge miteuse où Shuka était censé séjourner. Elle frappa à sa porte, et il l'ouvrit, l'air plus mince et plus usé que jamais. Ils restèrent là un moment, 2 individus qui avaient autrefois partagé une vie mais qui se sentaient maintenant comme des étrangers. Adi entra. La pièce était exiguë et nue, un vieux matelas sur le sol. L'air sentait la transpiration rance. Shuka déglutit, la honte évidente dans sa posture. « Pourquoi es-tu venu » demanda-t-il tranquillement. Adi tripota son bracelet. Ironiquement, le même qu'il lui avait offert autrefois. « Je suis venu pour te pardonner. » Les yeux de Shuka s'écarquillèrent. « Tu, quoi » Elle expira lentement, croisant son regard. « Je ne suis pas ici pour reconstruire ce que nous avions. Trop de choses se sont passées. Mais je ne peux plus porter cette amertume. » Elle m'alourdit. « Alors je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. » Shuka détourna le regard, des larmes brillant dans ses yeux. « Merci, murmura-t-il. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. » Ils parlèrent tranquillement, sans la tension du passé. Adi lui demanda même s'il avait trouvé du travail. Il secoua la tête. Elle hésita, puis lui tendit une petite enveloppe contenant de l'argent. « C'est pour le bien des enfants, » précisa-t-elle. « Si tu ne peux pas les soutenir, au moins ne les fais pas te voir souffrir. » Il prit l'enveloppe, la tête baissée. « Je suis désolé, » dit-il, la voix brisée. « Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. » Elle hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Je sais, mais les excuses ne réparent pas toujours les choses. » Elle se leva pour partir. « Prends soin de toi. » En sortant sous le soleil de midi, Adi sentit une légèreté inattendue dans son cœur. Elle avait abandonné le ressentiment qui enchaînait son esprit. Bien que les cicatrices soient restées, le pardon avait au moins refermé la blessure. Les mois passèrent, et l'empire commercial d'Adi, aussi modeste soit-il, s'épanouit en une source de soutien communautaire. Avec 3 emplacements florissants, elle engagea du personnel et offrit même des repas gratuits aux enfants de familles à faible revenu tous les vendredis. Les gens commencèrent à l'appeler « Mama Z ». Avec révérence et affection. Sa mère, Mama Ada, rayonnait de fierté, disant souvent « Regardez ma fille », transformant la douleur en prospérité. Junior et Ziora s'épanouirent également, excellant à l'école et arborant de larges sourires qui reflétaient la joie retrouvée de leur mère. Puis vint la soirée annuelle de remise des prix de la communauté, où les propriétaires d'entreprises locales et les personnalités notables se réunissaient. Adi y assista, s'attendant à rien de plus qu'une agréable soirée avec d'autres entrepreneurs. Elle fut stupéfaite lorsque l'animateur l'annonça comme la lauréate du prix de la femme de l'année. Les applaudissements retentirent alors qu'elle se dirigeait vers la scène, des larmes d'étonnement brillant dans ses yeux. Debout au pupitre,
elle pouvait à peine parler à cause de la boule dans sa gorge. Merci, réussit-elle à dire, la voix tremblante. Ce n'est pas seulement mon prix, il appartient à chaque personne qui a cru en moi, qui m'a soutenu, qui a fréquenté mes stands quand je débutais à peine. Et à mes enfants, Junior et Ziora, qui sont ma plus grande motivation. Elle marqua une pause, son regard balayant la pièce, apercevant Ekena dans le public, souriant fièrement. Elle pensa à son père, dont le souvenir vivait dans son succès. Elle pensa aux encouragements inébranlables de Mama Ada et aux leçons simples mais puissantes qu'elle lui avait transmises. Et elle pensa au chagrin qui avait autrefois menacé de détruire son esprit, maintenant une tempête lointaine qui était passée. Dans la scène finale, Adi se tenait devant l'une de ses cuisines animées, portant un tablier lumineux sur lequel était écrit « La cuisine de Mama Z, nourrissant les cœurs et les âmes ». Elle servait des assiettes fumantes de riz jollof à un groupe d'enfants affamés d'une école voisine. Leurs yeux s'illuminaient de gratitude, rappelant la façon dont les yeux de ses propres enfants brillaient autrefois. Cette fois, cependant, Adi sentit qu'elle était devenue le filet de sécurité qu'elle avait souhaité à l'époque, s'assurant qu'aucun enfant sous sa surveillance ne souffrirait plus jamais de la faim. Quand la dernière assiette fut servie, elle s'appuya contre le comptoir, regardant les enfants manger. Adi ressentit un immense sentiment de paix et de mission. Elle avait traversé le feu et en était sortie plus forte, non pas comme une victime, mais comme un phare de résilience et de grâce. Et bien que le voyage ait été semé de douleurs, elle se tenait maintenant couronnée, non pas par la validation d'un homme ou un style de vie à accent grave-l'œil, mais par la dignité tranquille et inébranlable qui vient du fait de s'élever au-dessus de la trahison et de trouver sa propre valeur dans les bras de la confiance en soi et de la compassion. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.